beaucoup pour cette invitation. Et je vais commencer par une citation qui n'est pas du tout de Plotin, mais d'un auteur qui vit encore de notre époque, qui est Pierre Guyota, qui écrivait ceci dans un article du Monde en 82. Si certaines œuvres passent les siècles, écrit Guyota, c'est qu'elles sont faites d'images, de paraboles. Le concept ne résiste au temps que s'il est imagé. Toutes les grandes phrases de l'humanité sont des images. Fin de citation. Et c'est vrai au premier chef, évidemment, pour le premier des philosophes, pour Platon, puisque vous savez bien que dans la philosophie de Platon, tout à fait conceptuelle avec la théorie des idées, Platon, en même temps, a associé à chaque fois des images qui sont devenues très célèbres, comme le mythe de la caverne, comme l'androgyne dans le banquet, ou l'Atlantide dans le Critias. Donc, toutes sortes d'images, mais je crois qu'on pourrait faire presque une histoire de la philosophie avec les grandes images qui frappent notre imagination et qui donnent chair au concept. Pensez au palais de la mémoire dans les Confessions de Saint-Augustin, pensez au morceau de cire dans les méditations métaphysiques de Descartes, par exemple. Alors, c'est une image, effectivement, qu'on trouve dans plusieurs traités de Plotin, l'image de la danse, du danseur, du chœur de danseur, qui revient donc plusieurs fois dans son œuvre. Alors, bien sûr, c'est une image centrale, me semble-t-il, même si ce n'est pas, évidemment, une réflexion sur la danse elle-même, ou une réflexion théorique, esthétique, que Plotin a menée par ailleurs sur ce qu'est le beau. Ça, c'est autre chose. Ici, c'est justement utiliser la connaissance que tout le monde a d'une pratique, la danse, pour faire comprendre un certain nombre de choses. Alors, mon exposé sera en 4 séquences, et à la fin de chaque séquence, vous pourrez me poser des questions, demander des éclaircissements, pour que ce ne soit pas trop continu comme propos. Le premier point, c'est qui est sur Plotin, dont vous voyez une image sur l'écran. Plotin, je l'ai mis, est né au IIIe siècle après Jésus-Christ, donc c'est 6 siècles, 7 siècles après Platon. Donc il y a un grand écart chronologique entre le début de la philosophie avec Platon et puis cette école qu'on appelle le néoplatonisme. Plotin est né en Égypte en 205 et il a fondé son école, il a voyagé, il est venu s'installer à Rome où il a fondé une école de philosophie qui était assez connue puisqu'il était proche du cercle impérial et il avait toutes sortes d'élèves, aussi bien hommes que femmes d'ailleurs, ce qui est remarquable pour son époque. L'œuvre de Plotin a été édité, si je puis dire, par son disciple le plus connu, qui s'appelle Porphyre, qui a édité les traités de son maître, qui a donné à cet ensemble de traités un nom qui est resté célèbre jusqu'au XXe siècle. C'est des ensembles de 9 traités. Or, en grec, 9, ça se dit Énéas, et donc ce sont les Énéades. Les Énéades, un philosophe français, Philonenko, a écrit un livre, il parle des neuvaines. Bon, c'est un peu précieux de dire les neuvaines de Plotin. Bon, on parle plutôt des Énéades. À vrai dire, maintenant, on parle aussi des traités, parce que les Énéades, c'est des groupements de traités qui ne respectent pas toujours l'ordre de rédaction. Donc c'est une construction que le disciple a fait de l'œuvre de son maître. Quelques précisions sur les traductions. Plotin a été traduit assez rapidement. Il est traduit en latin à la Renaissance par Marcille Ficin. Il a une grande influence au moment de la Renaissance. Et il est traduit en français au XIXe siècle d'abord par un certain Bouillet, que Bergson a pratiqué cette traduction, et puis par Émile Breillet au début du XXe siècle, dans les années 24 jusqu'à 30, et pour la
petite histoire, puisque ce festival aura une suite en Normandie. Breillet avait une maison de campagne en Normandie et il a traduit l'essentiel des Énéades dans sa cabine de plage à Courseulles. Donc bon, c'est assez singulier et Breillet n'avait pas besoin de toute une bibliothèque autour de lui pour traduire. Depuis Breillet, il y a eu 2 autres ensembles de traductions. L'un de ces ensembles, initié par Pierre Hadot en 1988, il y a 30 ans, c'est ces traités colorés que vous voyez, qui sont donc avec le titre simplement traité 21, traité, etc., jusqu'à traité 54, puisqu'il y a 54 traités de Plotin. Et puis en parallèle, dans l'édition de poche Garnier-Flammarion, il y a également une traduction à laquelle j'ai participé pour 3 traités qui donnent l'ensemble donc des traités de Plotin. Vous avez aussi en livre de poche certains volumes de la traduction de Breillet. Voilà pour ces traductions. Les principes de la philosophie de Plotin, ou sa question philosophique essentielle. Imaginez Plotin à Rome au IIIe siècle après Jésus-Christ. Juste avant, vous connaissez Marc Aurèle, l'empereur stoïcien. C'est une philosophie qu'on pourrait dire matérialiste et qui est très importante, qui est reconnue à Rome. Plotin va écrire contre cette philosophie matérialiste en essayant justement de revenir à Platon pour revenir à une transcendance. Bon, et je dois à Marie Deniel le jeu de mots de transcendance, transcendance. Hein. La danse, effectivement, est dans la transcendance. Ce sera un peu le fil conducteur de mon exposé, puisqu'on va parler de la danse cosmique, puis de la danse astrale, plus précisément, et enfin on terminera sur la danse que j'appelle énologique, la danse de l'âme qui dépasse la rationalité pour rencontrer le premier principe. Donc la question de Plotin, c'est un peu schématique et sans doute anachronique, mais contre un matérialisme, eh bien on va essayer de redonner place à l'incorporel, à la vie de l'esprit indépendamment du corps, et donc Plotin est l'un des grands penseurs, ce que n'était pas Platon, dont on parlera de Sacastel la semaine prochaine, un penseur dualiste, assurément. Platon, malgré ce qu'on dit souvent, il n'y a pas 2 mondes chez Platon, il n'y en a qu'un seul. En revanche, Plotin, oui, pense qu'il y a 2 mondes, un monde dans lequel on est en ce moment, dans le 12e arrondissement, un monde sensible, et puis un monde intelligible qui existe de toute éternité et qui est toujours le même. Donc bon, c'est assez difficile à saisir et à trouver des images, mais Plotin prend l'image de la transparence. Il dit, ici, on est dans un monde où il y a des ombres et de la lumière, là-bas, il n'y a que de la lumière. Bon. Donc Plotin essaie de rendre compte du monde sensible par ce monde intelligible, et à la racine du monde intelligible, un premier principe qu'il appelle l'un, ou le bien, to en en grec. C'est pour ça que je parle d'énologie, le discours sur l'un, ce qui a rapport avec le premier principe. Alors, Plotin pense que pour rendre compte de chaque phénomène, eh bien, il faut mettre en avant l'unité de cette bouteille, l'unité de ce micro, l'unité de la signification de ce que je dis en ce moment, etc. Plus il y a d'unité, plus il y a d'être, grand principe plotinien, plus il y a de dispersion, de séparation, moins il y a d'être, et ultimement, ce que Plotin appelle la procession, c'est-à-dire ce mouvement qui part d'une unité absolue à un multiple plus ou moins unifié, eh bien la procession s'arrête au niveau du minéral, au niveau du sable, de ce qui n'a pas, comme dit un très beau texte de Plotin, la force de se réunir par lui-même. Si on se coupe, nous, eh bien la nature va faire qu'on cicatrise, va faire que notre unité se répare. Bon. Et l'âme elle-même tisse inlassablement, grâce à notre mémoire, notre identité personnelle. On a certes des expériences multiples depuis toutes les années, depuis notre naissance, mais un principe d'unité, on est nous-mêmes grâce à cela. Alors vous entendrez souvent parler d'hypostase chez Plotin, l'un, la première hypostase, le monde intelligible ou l'intellect, la seconde hypostase, et puis l'âme, la troisième. Et puis, en dessous de ces principes incorporels, il y a une providence dans le monde, et cette providence dans le monde organise le monde comme un grand vivant. Alors, cette pensée est une pensée optimiste. J'ai dit que Plotin s'oppose au matérialisme des stoïciens. Il s'oppose aussi au pessimisme d'une secte qui est très importante
à Rome à cette époque, qui est la gnose, le gnosticisme, qui pense en revanche que le monde est mauvais. La gnose pense aussi qu'il y a deux mondes, un monde pur et un monde sensible, mais il pense que le monde sensible est un égout, quelque chose qui est le résultat d'une catastrophe. Bon, c'est les noms de ces penseurs. Vous trouvez ça. Il y a un très beau volume de la Pléiade qui est paru, écrit gnostique, où vous trouverez tous ces textes de l'époque. Bon, l'un des gnostiques les plus célèbres est Mani. Le manichéisme vient de là, avec l'opposition entre le bien et le mal. Un monde de lumière, un monde de ténèbres. Bon, Plotin dit non, il n'y a pas que de la ténèbre dans notre monde, le monde sensible est beau, et c'est en cela qu'il est vraiment platonicien, c'est-à-dire il pense que le sensible participe à l'intelligible, que le sensible est innervé, si je puis dire, d'intelligible, d'esprit, de spiritualité, que le corps humain lui-même, eh bien, est ce par quoi l'âme exprime ce qu'elle a exprimé. C'est la belle étymologie que Platon donne de soma dans le cratyle. Le corps n'est pas qu'un tombeau. Parfois, il y a un tombeau quand on est malade, etc. Mais parfois, le plus souvent, il est cette possibilité d'expressivité. Donc Plotin, bien que dualiste, a un dualisme que j'appellerais tempéré. Ce n'est pas le dualisme des gnostiques. Il n'y a pas une opposition franche entre le corps et l'âme. Dans le traité sur le temps, une très belle expression grecque, unique dans les Énéades, l'âme, c'est somatotheissa. Elle s'est corporéifiée. L'âme a pris corps, si je puis dire. Bon, elle s'est corporéifiée. Elle est devenue corps et se manifeste. L'intelligence se manifeste par le corps. Donc les gnostiques, en revanche, vous en aurez toute une tradition dans le catharisme, par exemple, ou mutatis mutandis chez Sioran, bon, le malheur d'être né, tous ces écrits, la chute dans le temps, bon, ces textes de Sioran très pessimistes. Plotin est un penseur optimiste. On comprend qu'il soit l'une des sources, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tous les cas qu'il ait de l'affinité avec un penseur comme Leibniz, plus encore comme Bergson, et puis on parlait de philosophes russes tout à l'heure, ces philosophes que sont Chestov, Berdyaev, Simon Franck, sont aussi des penseurs proches de Plotin. Berdyaev écrit quelque part que Plotin est le plus grand mystique philosophe. Enfin, précise, il y a des mystiques non philosophes qui, pour Berdyaev, sont plus importants, mais il y a une mystique philosophique. Donc voilà le premier moment de mon exposé. Avant de passer à des lectures de textes et des images, je vous propose, si vous avez des questions, de tout de suite, s'il y a des points obscurs dans ce que je viens de dire sur cette présentation de Plotin, historique et philosophique, vous pouvez me poser des questions. Oui. J'ai juste une question qui va paraître peut-être un peu primaire, c'est quand vous parlez d'images, à cette époque-là, ce n'est pas des images. Ce sont des descriptions. Aujourd'hui, quand on parle d'une image, on évoque une image. Oui, mais pour Plotin, un portrait, c'est une image. Donc le mot image en grec, qui est eikon en grec, c'est l'un des mots grecs de l'image, peut correspondre à toutes sortes d'images. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui représente, si vous voulez. Il y a, depuis Platon, il y a le couple modèle-image. Et ça peut être une image en peinture, en sculpture, mais aussi en texte. Bon, l'Iliade, l'Odyssée, c'est la représentation de quelque chose. Donc, il faut entendre image vraiment dans un sens très large. La danse peut être une image aussi. Et la danse peut être une image, on va le voir effectivement. Un texte que j'ai dû laisser dans mon sac à dos, mais que vous trouverez aux éditions Aléa, le petit texte de Lucien de Samosate qui s'appelle Éloge de la danse, un très beau texte, un petit texte bref, eh bien, décrit justement, fait l'éloge de la danse comme un art de l'image, de l'expression, autant que le logos. Il dit, bon, c'est une image. Voilà. Pas d'autres. J'avance, je continue, donc il faut que je me déplace. On lise ensemble le texte 1. L'organisme universel, écrit Plotin, le monde n'est pas semblable à celui d'un animal individuel. Dans l'organisme universel, l'âme qui en quelque sorte plane au-dessus de lui, lui impose la permanence. Dans l'organisme individuel, donc le nôtre si vous voulez,
les parties s'écoulent partout et ne sont pas, il y a une faute, et ne sont pas assujetties à l'ordre, et ne sont assujetties à l'ordre que par un lien de second rang. Les parties du corps universel n'ont pas de lieu où elles puissent s'écouler. L'âme n'a point à les contenir intérieurement, ni à les faire converger vers un centre en les poussant du dehors. La nature reste où l'âme a voulu la placer. Si un des corps se meut selon la nature, il fait pâtir ceux qui ne peuvent pas alors se mouvoir selon la nature, mais ces corps eux-mêmes, en tant que partie de l'univers, sont entraînés comme il faut. Quelques-uns périssent s'ils ne sont pas compatibles avec l'ordre de l'univers, la heterodo taxis. Ils sont comme une tortue qui se serait laissée prendre au milieu d'un cœur qui s'avance en bon ordre. Elle est foulée aux pieds parce qu'elle ne peut se soustraire aux effets de l'avance régulière du cœur, à moins qu'elle n'ordonne avec lui ses propres mouvements. Le texte est un peu long, un peu complexe, les autres, j'espère, seront moins compacts. Avant d'en venir à cet exemple étrange de la tortue, je fais quelques remarques. L'organisme universel, le monde, c'est depuis Platon l'idée selon laquelle le monde est un grand vivant et que le monde a une âme. Il y a une âme du monde, il y a un dialogue de Platon dans le Timée où Platon pense que le monde est animé, est un grand vivant. Et nous sommes dans un système géocentrique, la Terre est au milieu du monde, les astres entourent la Terre, et c'est un ensemble clos où il n'y a pas donc d'extériorité. La différence entre notre corps et le corps du monde, c'est que mon corps est au milieu d'autres corps, et donc il y a un rapport intérieur-extérieur. Le monde, lui, ignore cette dualité. Donc c'est une perfection. Le monde est parfait, comme une boule, si vous voulez, qui a tout en lui-même et n'a pas d'extériorité. L'âme est principe de liaison de ce corps. Dans le texte, vous voyez que Plotin écrit « l'âme qui, en quelque sorte, plane au-dessus de lui, lui impose la permanence ». Donc l'âme, chez Plotin, c'est la vie. Et donc, c'est la vie du corps du monde est une vie permanente. Le monde est éternel, différence donc avec les chrétiens, différence avec d'autres types de philosophies où le monde est mortel, comme dans l'épicurisme. Le monde plotinien, comme celui de Platon et d'Aristote, est un monde éternel qui a toujours existé, existera toujours, et où il y a un maximum, un principe en quelque sorte d'excellence, tout est parfait autant que possible, hein, toujours ce rapport, l'image n'est pas le modèle, grâce à la vie. Une autre notion est importante dans ce texte, c'est la notion de pâtir, où Plotin écrit, vous l'avez vu, si un des corps se meut selon la nature, il fait pâtir ceux qui ne peuvent alors se mouvoir selon la nature. Ce couple est très important dans la philosophie grecque, passion, si je puis dire, impassion ou impassibilité. Pâtir, non pâtir. Et l'incorporel ne pâtit pas. Le nombre 4, par exemple, l'idée de justice dans la République, c'est quelque chose d'éternel, d'impassible. Et donc, il faut que ce qui est passible soit subordonné à ce qui est impassible. Le sage doit chercher à devenir impassible, c'est-à-dire à devenir libre, c'est-à-dire à devenir détaché. On parlait du détachement tout à l'heure, à devenir détaché de ce monde de la passibilité. Passible, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pouvoir être transformé. Le fait que quelque chose, un sucre qui tombe dans mon café, eh bien, va pâtir de la chaleur et va se dissoudre. C'est une passion dans ce sens très général. Il y a les passions du corps, le sucre s'est dissous, et les passions de l'âme, si je suis en colère, mon âme change, mon âme a connu un changement. Donc, le cadre ici, c'est un éloge du monde, impassible, et puis à la fin du texte, on arrive à cet exemple curieux qui a arrêté les commentateurs sans qu'on sache vraiment comment l'interpréter. Ils sont comme une tortue, donc ces corps qui n'arrivent pas à se mettre dans l'ordre, ils sont comme une tortue qui se serait laissée prendre au milieu d'un cœur qui s'avance en bon ordre. Elle est foulée aux pieds parce qu'elle ne peut se soustraire aux effets de l'avance régulière du cœur, à moins qu'elle n'ordonne avec lui ses propres mouvements. Alors, il se trouve que dans la statuaire grecque, on trouve
un exemple, c'est cette statue où vous voyez sous le pied gauche d'Aphrodite une petite tortue que la déesse, donc, je n'ose dire écrase, en tous les cas, elle caresse. Hein, le mouvement n'est pas violent. C'est le pied est posé sur la tortue. La danse et la philosophie, ça ne s'est jamais fait. Et tout le monde est très surpris, sauf moi. Figurez-vous que moi, je ne le suis pas. Et je vais recamper un peu le cadre. Ah, c'est Théo. Oui, Théo. Et quand j'ai découvert ce festival que presque j'attendais depuis toujours, c'est vrai, franchement, parce que le thème, le corps, plus la philosophie, voilà, c'est sur quoi en ce moment je travaille pour moi et ça m'intéresse à titre personnel. Vous êtes chercheuse? Je suis plasticienne. Ah, plasticienne. Il y a eu pas mal de plasticiens hier. Voilà. J'ai oublié ma copine sculpteur, j'ai oublié Isabelle, je vais lui dire de venir. Bah écoute, tu l'as joint? Ben, pas maintenant là. Non. Et en fait, voilà, comme je disais hier, tout ce que j'ai appris à travers mon corps. Donc plasticienne, voilà. Avec quelle particularité? Je fais le dessin et la peinture, de grands formats, mais à partir de la miniature persane. Enfin, je m'inspire de la miniature persane, de la poésie persane. Et la miniature persane, c'est que des petits détails, c'est tout petit. Et moi, j'ai besoin d'agrandir, je prends des petits détails et je travaille là-dessus. Et c'est le corps qui était mon prof. Parce que voilà, c'est le corps qui m'a ouvert la porte face à un tableau de Matisse. Je ne savais pas pourquoi, mais je pleurais. Et après, j'ai compris que voilà, ça m'a donné envie d'apprendre plus. C'est les émotions qui étaient très ça, c'est un sujet qui a beaucoup été abordé ici, le corps et les émotions, dans le début de semaine. Mais bon, voilà. Moi, je pense que vous venez de lâcher un mot important. On va en parler ensuite. Voilà, c'est à peu près ça. Et donc aussi la musique, d'après ce que vous avez raconté hier. La musique et la danse, en fait, je suis née là-dedans. Et parce que je viens de la partie Kurdistan d'Iran et on pratique le soufi, comme la méditation. Des danses. Et en fait, ça des derviches tourneurs. Oui, moi j'ai approché la chose, dire que j'ai une longue pratique, non, parce que je suis restée 2 ans avec un maître derviche. Comme chez les Turcs, mais dans un mouvement naturel, c'est-à-dire que chacun rentre dans son mouvement iranien naturel. Qui s'appelait Javad. Et je pense qu'il est devenu. Parce que je connais des gens qui sont soufis. Et dans le domaine plastique, vous travaillez plutôt sur la sculpture et la peinture. Sur la danse katak. Et le dessin. Ils viendront à Ouistreham. Oui. Il y a un art traditionnel. Oui. Ah, mais écoute, on en parlera parce qu'on peut les intégrer. Que j'adore. Exactement. J'ai envie d'avoir l'impression de madame sur le spectacle. Puisqu'on parle de soufisme, et Jérôme Laurent, qui est notre philosophe du jour, me parle du rapport au soufisme et au derviche tourneur, parce qu'il va y avoir un volet en Normandie, et donc nous allons peut-être créer un axe. Qu'est-ce que vous avez pensé de la première danse de la danseuse qui travaille dans le domaine du katak sur le boléro de Ravel? Est-ce que ça vous a rappelé quelque justement l'approche de deux cultures, parce que c'était, on sentait que vraiment la danse et le rythme un peu d'autres cultures indiennes plutôt, et sa formation personnelle et le fait qu'elle jouait avec la prière, c'est le rythme, et avec différents rythmes, voilà, c'était une approche que je me suis laissée emporter. Vous n'avez pas vu de lien justement avec les derviches tourneurs entre guillemets? Si. Écoutez, j'ai jamais fait le lien
entre la danse kathak... Elle a fait des... Elle a fait les parce que, enfin, et Dieu sait que j'ai vécu 5 ans en Inde et que j'ai fait beaucoup de kathak. C'est quoi? J'ignore tout. Alors, la danse kathak, il y a 7 grands styles de danse classique en Inde. C'est-à-dire rien à voir avec notre danse classique. À nous, pour situer, notre danse classique n'est pas classique. La danse classique, celle qu'on appelle la danse des grands ballets du répertoire, tous les ballets du répertoire, à l'exception de un ballet qui est joué aussi dans le répertoire de tous les opéras du monde, considéré comme ballet classique, qui s'appelle Giselle, mais qui a été créé dans la première moitié du 19e siècle et pas du tout par le même monsieur. Tous les autres ballets quasiment ont été créés par un monsieur, donc en termes de classicisme, il ne s'agit pas vraiment d'une danse pétrie à travers le temps, comme la danse indienne qui s'est constituée au fil des siècles. Un même monsieur, Marius Petipa, de 1880 à 1890 à Saint-Pétersbourg. Voilà, donc il synthétise, on va dire, là où, à ce moment-là, la danse française se trouve arrêtée, parce qu'en fait, la danse, à l'époque, elle est française, cette danse dite classique. Elle n'a rien de classique, on est fin 19e, elle n'est ni classique par la fabrication à travers le temps, elle n'est pas classique parce que l'époque n'est pas classique, et elle n'est pas classique parce qu'elle est signée d'un auteur. J'ai jamais compris pourquoi on appelait cette danse la danse classique. En plus, ça crée une espèce d'a priori. Répertoire, on peut dire ce qu'on veut, on peut les appeler comme on veut, mais dire qu'il s'agit de danse classique, si ce n'est que certains pas du vocabulaire de cette fameuse danse classique subsistent de l'époque où la danse baroque commence à absorber les danses régionales et avec la création de l'Académie royale de danse fin 17e par Louis XIV, donc vraiment à la toute fin, 12 ans avant la fin du siècle, pour la première fois apparaissent les danseurs professionnels, dits professionnels. Et ils prennent ces danses de cours mêlées de danses populaires, et ça donne l'embryon du style classique, puisque on commence à danser de manière plus savante. Mais en même temps, la danse classique, elle utilise tout sauf ce vocabulaire populaire. De temps en temps, on a un pas de basque, on a un pas de bourré, on a un saut de basque, mais très très peu dans la danse classique. Sinon, toutes ces figures viennent complètement, on en parlait hier, du rapport au fantasme de spectre, comme l'a évoqué Claire hier. C'était vraiment passionnant. Vraiment passionnant. Et donc, c'est plutôt une danse spectrale en lien avec, comme on le disait, l'influence romantique du haut, temps, suspens, on vole. Tous les mots de cette phrase s'appliquent au ballet romantique. Haut, le haut quasiment de la danse indienne, la vibration, temps, suspens et vol, c'est vraiment... donc c'est une danse plus liée à la poésie romantique qu'à quoi que ce soit d'autre, qui a effectivement fait que des choses terriennes de la danse populaire, des choses peu développées en termes de déploiement des membres, qui est la danse baroque, puisque on avait des manches qui emprisonnaient jusqu'au-dessus du coude, donc tout part, on n'a même pas de port de bras à partir des aisselles, tout part des mains et des coudes. Donc en fait, tout d'un coup, il y a un déploiement qui est très éloigné à la fois de la gestuelle populaire et de la gestuelle, la gestique, comme on dit, baroque. Donc est-ce qu'on dit ça qui a tout inventé. Hein. Tu disais que c'était pas classique parce que c'est fin 19e. Mais pourquoi est-ce qu'on a été amené à parler de ça Tu parlais du kathak et du rapport au derviche. Alors là, il s'agit vraiment de style classique. Parce que certains tirent leur origine plusieurs siècles avant Jésus-Christ et d'autres 16e siècle. La danse kathak, c'est l'invasion moghole, 16e siècle, et c'est dans ces cours-là, c'est pour ça que je pensais que ça vous parlerait. Dans ces cours-là, il y a toute cette influence persane, et dans ces cours-là, on danse de manière très raffinée, et on intègre quelques mouvements de main, mais il n'y a pas tout ce travail de mudra, c'est-à-dire de symbolique précise qui appartiennent à la culture hindoue. Là, il s'agit d'une sorte de rencontre entre la culture hindouiste, mais à un niveau, je dirais, 40% de cette danse, et le reste, c'est... Et tout d'un coup, je me dis, mais oui, tout le monde pense culture tzigane, voyage déjà à cette époque des peuples, de ces peuples-là, mais c'est vrai que j'ai pas pensé au soufisme dans les tournoiements de la danse kathak. Et en plus, on n'en parle jamais en Inde. Il y a la tournée, enfin, elle s'est inspirée, mais
c'est vrai que la danse soufie, en ce moment, s'est développée en Turquie. C'est aussi purement produit d'une interprétation turque. Oui. Mais à Caen, c'est des Turcs. Hein, ah oui. Voilà. Que d'origine, Rumi, ce poète, c'est parce qu'il a eu une révélation amoureuse à travers un autre être, qu'il voyait le divin chez Shams, un autre être. Et cet amour réciproque, c'est traduit par le mouvement. Mais pas ce mouvement codé qu'on voit. Rumi, il dansait, mais vraiment ce qu'il venait. Il dansait, c'était absolument pas une danse codée, il faut tourner comme ça, les mains comme ça, ou la tête. Oui, c'est ça, voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus que codé. Il y a même des mouvements de type sémaphore. Ça est devenu extrêmement rigide, très linéaire. Que je critique pas, c'est pourquoi pas. Mais l'origine, Rumi, ce qu'il défendait, c'était ce mouvement qui est venu naturellement. Lui, il se laissait imprégner par ce mouvement et il a dansé. Et c'est dans cette ivresse, en fait, c'est d'où ce mot que j'avais entendu de tarab, qui serait le... Et en persan, on dit hal. Hal, ça veut dire vraiment dans un état second, comment on peut dire, vraiment l'ivresse, divin. Il a été question dans le festival des Bacchantes, si je me trompe. Il y a eu alors cet après-midi encore, vous allez voir, il faut rester danser avec nos amis Philippe et Vincent, vous allez voir. Tout petit peu, vous savez que tout je dois petit peu. partir. Non mais en fait, on va le mettre juste après votre conférence. En fait, je vais permuter aujourd'hui parce que je voudrais vraiment que tout le monde danse avec eux. Moi j'adore. Très bien. J'aime beaucoup. Donc ça va être cet après-midi. Oui, mais cette notion d'ivresse là, elle est relativement absente des valeurs, entre guillemets, de l'émotion artistique chez nous. Oui. Alors qu'il en a pas mal été question, mais c'est vrai qu'on pourrait dire qu'à l'origine, la question de l'émotion a été largement débattue, elle a été amenée de manière très forte et voire revendicative, anti-intellectuelle, par une chorégraphe tunisienne qui s'appelle Nacera Bellaza, qui est assez connue. Et Nacera, elle, était face à face avec une philosophe qui s'appelait Véronique Fabry. Ça a été un grand moment. Et Véronique a écrit un livre dans ses philosophies, c'est vraiment son objet de recherche. Elle fait un exposé très brillant, à la fois sur dans ses modèles sociétals, enfin des choses vraiment, moi, qui me passionnent. Et Nacera, je pense que c'était le soir où il y avait Marie aussi, Marie Péruget. Une fois l'exposé terminé, elles avaient commencé en disant qu'effectivement ce festival devait être, que la danse et la philosophie, ça vous complètement déconnecté. On dit non, si c'est ça la philosophie, non, c'est pas du tout ça pour nous. Alors ça partait très fort. Et elle commence à faire l'éloge, effectivement, des sources émotionnelles qui induisent le mouvement. Ensuite, je les ai traités de sale romantique ou presque. C'est pas ça, propre, de romantique. Bon, post-romantique. Oui, le débat. Bon. Mais c'est vrai que ça, c'est une grande question. Est-ce que c'est impensable que dans la danse, comme dans tous les autres arts, y compris, on trouve ça évident dans la peinture, on a cherché pendant 4 siècles la perspective. Au Moyen-Âge, on quêtait l'apparition de dames perspectives. Et les mathématiques, plusieurs sciences et désirs d'artistes se sont conjugués pour essayer de comprendre comment on pouvait rencontrer cet inconnu qui était la perspective. En musique, le système tonal que nous connaissons a été l'objet de plusieurs siècles de querelles entre ecclésiastiques. C'est passé par le système modal, on n'est pas arrivé comme ça au système tonal. Donc vous dites que la danse ici a évolué. Au départ, on est parti peut-être d'une envie libre. Je ne dis pas évoluer, interpréter différemment. Mais le sort, je pense, de toutes les expressions, de toutes les formes d'expression. Je connais le livre de Rumi, La pensée vigile, c'est un très beau livre. Et sur la danse, il a écrit des textes particuliers pas vraiment. Il y a des poésies par-ci par-là. Il y a des quatrains
que pour lui, c'était l'abandon, le détachement. C'est de se libérer. C'est assez proche de la pensée dont on a parlé tout à l'heure. Rumi, c'est assez proche de la mystique de Plotin. Se détacher. Exactement. C'est-à-dire que ce n'est pas la danse codifiée. Ah, ça le fait. Je sais pas. Ah, mais écoutez, c'est le corps qui se libère de ses j'ai hâte contraintes. d'entendre ce dont on va parler Jérôme Laurent. C'est très joli, ces assiettes en argent. Quelle chance qu'on a aujourd'hui d'avoir... D'être en petit comité. En tout cas, voilà, la vie fait que moi je savoure. C'est un luxe, Karine. Voilà, de vous rencontrer. C'est vraiment le mot qui la caractérise le mieux. Et là aujourd'hui, dans cette réunion intime, dommage pour les autres qui ne sont pas là. Oui, mais ça c'est incroyable parce que tu dis aux gens, mais venez, vous allez vivre un moment très plaisant, agréable. Ah bon? Mais comment? Enfin, on était invités, voilà, c'est la vie. En tout cas, merci pour cette Mais cette réunion. notion de détachement, alors je sais pas, je pense qu'il ne faut pas du tout déplorer le sujet, mais n'empêche que c'est vraiment ce qui m'amène à dire que peut-être tous les philosophes ne s'intéressent pas à la danse, mais en revanche, je ne crois pas qu'un danseur ou un chorégraphe, en tout cas quelqu'un qui enregistré à travers ce médium, qui ne soit pas au départ poussé par, taraudé par la question philosophique. Je pense qu'on ne va pas vers la danse si on choisit le théâtre, on fait un autre métier, on fait quelque chose. Nous, on ne fait rien. On fait rien, on travaille beaucoup, mais on trempe notre plume. Je dis que moi, en tant que chorégraphe, je trempe ma plume dans la lymphe, dans les neurones des danseurs. Enfin, j'écris avec leur sang, avec leur influx nerveux. Donc, c'est totalement immatériel, tout en étant soi-disant matériel et incarné. Donc, ce détachement... Oui, c'est ça. Habité par une idée, plus, à mon avis, encore que dans les autres arts, je pense que c'est l'engagement philosophique. Parce que cette notion de détachement que vous avez prononcée, enfin, on verra. Vous me permettez, d'en dire deux mots, parce que on va attendre peut-être que le débat porte là-dessus. Oui, mais lâcher le mot de détachement. Oui, détachement, ça c'est vraiment important. Parce que justement, il y a un tel désintéressement, je pense, chez les danseurs, qui fait qu'on est pauvre, on est en bas de l'échelle sociale, mais quasiment à la manière de ceux qui ont tout lâché en Inde, c'est-à-dire qui se baladent les pieds nus. Je crois qu'il y a de ça chez les danseurs, d'ailleurs, aux pieds nus, aux pieds sales, comme on dit souvent. Comme les danseurs sont dans la poussière. Mais oui, peut-être qu'on l'était davantage à cette période. Aujourd'hui, c'est bizarre d'avoir ces danseurs. Il n'y a que Socrate qui est pieds nus. Ils ont tous des chaussures, des sandales, tout à fait. Non, c'est un trait socratique d'être pieds nus. Ah ben ça, c'est intéressant. Des chaussures à part la sandale. Oui. Qui veut un peu de lait? Pour la guerre, oui. Ah oui, dans les trucs très... machin... Oui. Parce que les gens sont étonnés que Socrate se promène pieds nus. Ah d'accord. Et après, bon, ce qui suit Socrate, c'est Diogène aussi. D'ailleurs, je cite, c'est bien que vous m'en parliez, je cite parfois, ah mais j'ai pris le café de quelqu'un d'autre. Non. Ah, je suis navrée. Non, il y a le café de Jérôme, là. Oui, excuse-moi. Ah, il est là, le thé. Ah, toi, t'as le petit. Et l'eau chaude est dans la bouteille. Donc, Merci. Maman, qui était très terrible de culture, c'est une helléniste assez habituelle pour l'époque, parce que je pense que tous ceux qui étaient de bonne famille, qui avaient fait des études classiques, l'étaient. Tu parles de qui, la Karine? De maman, qui le citait, mais vraiment, je pense que c'est peut-être ça le rapport dans ces philosophies en moi. Depuis que je suis petite, citer cette phrase au-dessus du gymnase d'Athènes, que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. C'est-à-dire que les choses du corps ne peuvent s'aborder quelque part que si on est profondément intéressé par le calcul mental ou la science. Oui, voilà, le rapport à la connaissance.
La question de la... Oui, bon appétit. La question de la connaissance, les questions de la connaissance. La géométrie, ça c'est évident. Et on a beaucoup perdu, nous, dans la danse, mais beaucoup. Parce que les danseurs sont inconsciemment philosophes, mais très inconsciemment. Et là, je pense que c'est une sorte de maïeutique. Certains reconnaissent, par exemple Myriam Gourfin. Qu'est-ce que vous avez pensé de la dernière performance sur le temps? Je suis partie, j'étais très... voilà, vraiment comme la danse japonaise. Oui, Buto. Voilà, exactement. Et je suis partie. Je suis partie dans le mouvement, dans cette minimaliste, dans cette côté extrêmement Comment silencieux, vous raconteriez cette danse? Parce que Claire a dit c'est une danse sur l'éternité. Quand elle est partie, elle m'a dit merci pour cette danse sur l'éternité. Comment est-ce que vous parleriez de cette danse? Une méditation. Pour la raconter à Jérôme qui ne l'a pas vue. Comment je pense ça? Minimaliste, la précision et en même temps la force. C'est étonnant. Beaucoup de force, beaucoup de rigueur. Incroyable. Ce qui était impressionnant, c'est que les torsions, particulièrement du bassin sur le buste, a transformé complètement le haut du corps. Oui, ça il y avait une métamorphose du corps. Comme l'injonction de la chorégraphie, on ne voit jamais son visage. Exactement. Jamais. Il fallait qu'elle garde. Et donc c'est une danse qui s'est déroulée sur 20-25 minutes quand même, totalement en silence, totalement au sol, avec uniquement des changements d'appui, dans une lenteur, on la voyait quasiment pas bouger. En silence, c'était dur, hein, mais en fait, en même temps, tout le monde a été happé. Parce que ça venait après une danse très flamboyante, la danse katak. Donc c'était le bon moment pour calmer l'excitation. Et c'était... je dirais que je bouge encore plus vite qu'elle. Oui. Et avec le visage toujours caché. Oui. Oh, quelle maîtrise. Qu'est-ce qui a influencé cette fille? Alors, Myriam Gourfin, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup en relation avec les nouvelles technologies. On dirait pas. Et dont la question essentielle, c'est pour ça que j'ai mis le jour de l'intervention de Claire, la question du rapport au temps et à la disparition. C'est-à-dire du temps étiré, enfin du mouvement pur et en même temps de la fixité. Enfin, toutes les questions qu'a abordées hier Claire, parce qu'en fait, on se demandait si elle était animée ou inanimée. On sentait bien, c'est un peu comme dans La Belle au bois dormant, cette phrase, et pourtant elle respirait encore. On l'aurait cru morte. Oui. Et pourtant, elle respirait encore, quelque chose comme ça. Mais c'était ça, sa danse. À voir, on se demandait véritablement si elle était animée, puis en écoutant bien, on voyait que oui. Et, enfin, c'était très très magique. Dans les 3 performances hier étaient intéressantes. Bon, celle de Théo était un peu plus jeune. C'était intéressant aussi. Oui. C'était très créatif, très... à chaque fois, beaucoup de surprises. Voilà, oui. Surprise par On va la revoir tout à l'heure, cette danse-là. Mais à propos de mort et de respiration, ce qu'a dit hier l'intervenante sur la Gradiva, Claire a été intéressant. Parce qu'elle est partie de cette sculpture bas-relief. Ah oui. Dont il reste seulement le bas de la robe et le pied. Et il y a l'empreinte du pied sur la roche. Et à partir de ça, elle a fait toute une exploration de est-ce vivant, comment quelqu'un qui a redécouvert la fresque s'en est servi. Ça, c'était un moment assez passionnant. J'étais pas là pour ce moment-là, j'ai dû sortir. C'est une sculpture qui est... La Gradiva. La Gradiva, d'accord. De Jensen, c'est pas ça, c'est c'est une sculpture grecque, je crois. Il y a eu beaucoup de textes écrits sur ça. Particulièrement chiant.
Je crois, oui. Hein? Oui, ça remonte à il y a très très longtemps, mes lectures de Freud. Et quand il prend des exemples, La Gradiva-Janssen. Oui, c'est ça. Mais c'est très ennuyeux ce qu'on a écrit. Mais c'est comme Catherine Clément a parlé de la Gradiva de manière intéressante. Oui, Michel-Ange, bon, c'est des textes un peu bizarres, hein, quand même, de Freud. Oui, enfin, dès qu'il parle d'art... Oui, il est plus doué sur l'âme humaine que sur l'art. Oui, c'est ça, c'est pas son truc. Ben voilà une problématique intéressante aussi. Le milieu universitaire, pour moi, pour une raison qui m'échappe, et j'en suis malade, franchement, au sens physique du terme quasiment, et c'est pour ça que j'essaye toujours de garder une connexion en tant que portant le flambeau de la culture chorégraphique d'une certaine manière, que les universitaires soient aussi hermétiques aux choses artistiques. Mais vraiment. Pas clair. Vous avez vu que non, pas clair, mais elle est très rare. Ah oui, c'est très très rare, les universitaires. Très très rare. Surtout en France, le corps. Ouais. Vraiment, il y a un rapport au corps chez les universitaires. Alors la danse, n'en parlons pas. Moi, tous les philosophes que j'ai approchés, j'ai pas trouvé les bons sur toute la ligne. Hein. J'ai trouvé Claire, Jérôme. Tout de suite, il m'a parlé du saut chez Plotin. Parce que sinon, c'est toujours, excusez-moi, la tarte à la crème de Nietzsche. Même Raphaël Enthoven, ça va sûrement être très intéressant, mais il parle d'un Dieu qui danse, voilà, Zarathustra, un Dieu qui danse. Bon, je ne croirais qu'en un Dieu qui danse, c'est le titre de son intervention. Bon, c'est tout ce que ça évoque souvent chez les philosophes. Et d'une manière générale, pour moi, il n'y a pas que la danse. Souvent, je suis sidérée du peu de sensibilité des universitaires. On les voit très très peu dans nos salles de spectacle. Les étudiants n'en parlent pas, on ne les voit jamais. C'est marrant, c'est surprenant. Il y a des raisons sociologiques pour les étudiants. Alors, quelles seraient-elles? À Caen, moi je suis à l'université de Caen, c'est la Normandie un peu profonde, et ils viennent de milieux non cultivés, donc certains n'ont jamais été au théâtre à 18 ans, ils ne sont jamais allés une fois. Vous savez, il y a certains qui ne sont jamais allés à Paris même. C'est quand même sidérant. Hein. Matériel des gens et aussi... qui à 17 ans, 18 ans, la mode. ne sont jamais allés à Paris. Je me rappelle un gars qui avait dit ça pour la soutenance d'AGR d'Anne de Varieux. Il était venu, c'est la première fois que j'ai vu un cinéma. Donc il faut vraiment se rendre compte les jeunes qu'on a sur maintenant, parce que ceux qui sont de milieux aisés font des classes préparatoires et après partent à Paris. On doit le trouver le matin à 9h dans un machin. Mais c'est extraordinaire. Non, moi non. C'est pour votre ami, je pense. C'est celui de votre ami. Donc il est obsédé de la façon dont... C'est pas du tout, je suis ce qui m'arrive très très rarement. Je manque une personne encore. Il y a une raison. Si, il y a un café. Comme dans la danse. Je même complètement surpris. Je vous sers du jus d'orange. Oui, Madame Valérie Vigneault, professeure de photographie. Ah oui. Vraiment. Tu en veux, Hélène? Non, c'est pour le jus d'orange. Mets-le là. Ah d'accord. Tu en veux? À l'école de Torres, il y a quand même une vingtaine de gens. Ah oui. Jérôme, un peu de jus d'orange? Avec plaisir aussi. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas le cas. Il y a les Oui. Ah oui. Et puis on s'est quand même ouvert. Comment? La confiture. Ah, j'avais pas vu que c'était de la confiture. Oui, pour encore sentir. Il reste vraiment quand même. Plutôt dans les jeunes générations. Oui, ça réduit. Ah oui, c'est... Au niveau du geste, au niveau du mouvement, même dans le corps. Même dans le... Là, dans mon entourage, c'est vrai que tous les intellectuels me déçoivent beaucoup dès qu'il s'agit de parler d'art. Ils sont dans un rapport à l'art classique, n'est-ce pas du tout des formes contemporaines, et encore, les formes classiques, jusqu'à quel point, j'en sais rien. Dans mon entourage... J'ai été comédienne à une époque, pendant une dizaine d'années. Et je réfléchis dans mon exploration là pour le programme du festival. Bon, Raphaël, il m'a dit qu'il adorait la danse, mais de fait, il ne m'a pas répondu sur un point aussi pointu que vous. L'assistante alors, de Thomas Herdon.
parlons pas. Iranienne. C'est quand Je suis absolument... Souti. Comment dire, déçue, parce qu'on avait beaucoup échangé sur les thématiques liées à la mémoire. J'avais beaucoup travaillé sur la mémoire, en disant au moment où les nouvelles technologies commençaient à apparaître, on avait l'expansion du réflexe informatique, comme je disais. On avait beaucoup échangé, on était en phase. Et dès qu'on s'est rencontrés, j'ai vu que non... Donc finalement, c'est pas Régis Debray, je lui ai donné carte blanche, je sentais que voilà, ça n'avait pas grand sens, après avoir plusieurs réunions avec lui. Et donc il a envoyé quelqu'un qui, lui, par contre, est un être que j'ai invité sur 3 jours, un être délicieux, qui s'appelle Daniel Bougnou, qui a fondé avec Régis, ce sont deux compagnons de route de longue date. Il a fondé les cahiers de médiologie. Il enseigne à Grenoble, mais je pense qu'il est entre Paris et Grenoble, mais aussi beaucoup à Paris. Et il a fait un colloque à Cerisy-la-Salle là récemment, au mois d'août, et il m'a dit, j'ai découvert votre région. Je suis parisienne, j'ai découvert votre région formidable, etc. Il est tombé amoureux il a été dans le Cotentin, ses vacances à l'issue du colloque à Cerisy. Et je l'ai découvert, alors lui, c'est vraiment un philosophe très proche de plusieurs formes d'art, en particulier la littérature. Donc c'est vrai que parfois c'est par là que rentrent les universitaires. Ah oui. Voilà, Marianne, non, c'est pas Marianne. Lui, c'est un spécialiste de Shakespeare et d'Aragon. D'Aragon beaucoup. Et comme on programme un spectacle de Marie-Claude Fragala sur Shakespeare et Aragon, Être et paraître, je trouve que c'était intéressant. Et il va être sur 3 jours. Il s'est rendu complètement disponible. La thématique l'intéresse beaucoup. Donc ça, c'est une belle découverte. Mais c'est rare. Et j'ai vu qu'en Normandie, il y aurait Catherine Dubresse. En Normandie, oui. Vous la connaissez? Tu la connais? Mon frère la connaît parce que... Elle était à Rennes? Non, elle a commencé à voir. Parce que c'est vraiment comme la langue des sourds-muets. Les sourds-muets, si je puis dire. Ce que les mudras signifient. C'est comme les idéogrammes dans certaines langues asiatiques. Mais dans la danse classique, il y a aussi un langage. Il y a du mime, t'as raison. Oui, t'as raison, mais pas à ce stade de sophistication. Et c'est moins abstrait. Mais ceci dit, on peut dire que le mime est toujours abstrait. Et on ne sait plus, enfin les gens quand ils voient ces gestes dans la danse on ne sait plus ce que ça signifie. On a perdu le contenu. Oui. Avec le mot classique, ça c'est intéressant. Tout le truc. Non, mais dans beaucoup de ballets classiques, il y a des gestes qui ont un sens. Ça signifie quelque chose. C'est comme dans le théâtre kabuki, par exemple. Dans le théâtre kabuki, c'est pareil. Le fait de prendre son mouchoir comme ça et pas comme ça veut chaque fois dire une signification. Tout à fait. Justement, elle a expliqué, l'intervenante sur la danse indienne, qu'il y avait des points communs, par exemple, entre la danse classique, dite classique, et des gestes du Kathak. Et d'ailleurs, on l'a retrouvé dans son intervention. J'avais pas entendu qu'elle avait dit ça. Moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Tu te souviens? J'ai fait un spectacle qui s'appelle La force de l'âme, qui mêlait la danse classique, le flamenco et le Kathak. Voilà. Et elle a mêlé le flamenco aussi hier. Beaucoup dans ce rythme. Oui. Oui, mais ça, c'est le Kathak. Il n'y avait pas de flamenco. C'était pas le rythme indien. Il a utilisé les chaînes Kathak, mais ses frappes, c'était... c'est les frappes du flamenco. Voilà. Non. C'est ce qu'elle avait expliqué dans son intervention. Non, c'est des frappes qui appartiennent au Kathak. Mais à un moment, elle a dit que le Kathak était l'ancêtre du flamenco. Oui, tout à fait. De toute façon, ce qui est extraordinaire, de vouloir séparer les rites ou les... mais absolument. La danse iranienne, c'est un mélange de la danse indienne, de la danse... C'est ça. Vraiment de la danse... Plusieurs... Et toutes ces cultures-là, ils sont véhiculés jusqu'à l'Espagne, la danse flamenco. Tout à fait. C'est inspiré de la danse d'Orient. Et
Et pareil, je suis partie en Bretagne quand je suis arrivée en France la première fois pour les Bretonnes. Et les Bretonnes, quand ils dansaient leur danse, vraiment, c'est la danse kurde. Franchement, c'est exactement la danse kurde. On se tient par les mains et on avance et on recule. On recule, mais même sur le chant, enfin tout ce qu'on appelle folklorique, c'est ça? Oui. Et j'ai l'impression que, je ne sais pas, peut-être c'était basé sur les mêmes besoins de corps, d'esprit profond, même au niveau de la musique, au niveau de chant. C'est très familier, c'est extrêmement familier. Et un jour, j'ai travaillé au Louvre sur le thème l'ange. Sur comment on représente l'ange dans la peinture occidentale. Et je ne savais pas vraiment comment travailler là-dessus. Je tombe sur un livre de Michel Serres, qu'il a travaillé sur le thème des anges. Et il commence par la Mésopotamie. Et dans les bas-reliefs assériens et sumériens, on représente les génies ailés avec une face aigle, lion, taureau, l'homme. Alors la signification, l'aigle, le roi des oiseaux, la force, la vue, lion, le pouvoir, taureau, la force, et l'homme, l'intelligence. Et ça évolue dans la peinture chez les juifs plus tard, et dans la peinture chrétienne, on voit l'ange qui porte 4 faces, exactement l'homme, taureau, aigle, lion. Vous voyez, si vous... ça, je ne savais pas ça. Mais ça, je ne savais pas ça. Alors, au niveau d'image, et après j'ai fait tout un travail là-dessus, rien que l'image, hein, comment les autres traditions, ils sont influencés, parce que les chrétiens, ils étaient devant quoi comme image? Les chrétiens, les juifs, ils sont nés sur la même terre. Il était devant les bas-reliefs des Sumériens, des Assyriens, comment eux, ils présentaient les choses. Et ensuite, ça influençait leur imaginaire et ils ont modifié petit à petit. Ou alors, comment on représente les archanges? Les archanges, dans les 3 religions, ils ont les mêmes symboles et la même mission. Ils sont combien? 7. 7 archanges. 7 samouraïs. C'est pour ça qu'une fois qu'on creuse... 7 plaies d'Égypte. 7 plaies d'Égypte. Pour moi, c'est ça 7 la ans de malheur. Pour moi, c'est pour ça qu'à un moment donné, quand on commence à étudier, on arrive à cette unité, à cette... que les choses sont universelles. Enfin, de penser, de séparer les choses, on se trompe. En même temps... c'est ce lien qui est intéressant. Oui, mais en même temps, les deux sont intéressants. Les liens et les différences. Bien sûr. Pour le katak, par exemple, on dit quand même que ce sont les tziganes qui ont apporté et transporté d'un pays à l'autre cette influence perse. Enfin voilà, ils sont passés par l'Égypte, oui, jusqu'à arriver à devenir les gitans d'Espagne. Enfin, c'est que il y a toute une histoire de l'humanité qui est liée. On apporte aussi, on transporte comme le vent transporte des graines. Des graines. Oui, comment est-ce qu'on appelle ça? Pas des graines. Des abeilles. Des pollinisent. Enfin bon, bref, c'est pas le mot graine que je cherchais, mais oui, c'est des graines. Bonjour. Ouais. Bonjour. Bonjour. Différentes, eh bien je pense que c'est aussi l'hybridation. Tout n'est pas le même. Et le vert n'est pas le bleu, qui n'est pas le jaune, qui n'est pas le rouge. Donc toutes les couleurs de papillons qui sont des mini... Voilà. On ne peut même pas les compter, les combinaisons de couleurs. Pourquoi autant de variétés? Alors qu'il aurait pu y avoir des papillons d'une seule couleur. Donc je pense que c'est intéressant aussi de se dire que tout n'est pas le même. Il y a une sorte peut-être d'impulsion de départ commune à travers les différentes espèces ou la répartition des humains sur le globe, mais à différents points et à différents endroits, moi je suis très sensible au fait aussi qu'il y ait des différences.
Oui, c'est comme la nature. Ben oui, les langues différentes, les accents, les visions, les formes de danse. Moi, je suis allée vraiment quasiment partout dans le monde chercher les différentes danses et au départ frappée par les différences. Après, c'est vrai qu'on trouve des points communs. Mais je trouve que la différence est aussi une richesse. Mais c'est le principe même de l'évolution, ça. Le darwinisme, ça n'est que ça. Ah, je sais pas. Ah, je sais pas s'il s'agit de... Je sais pas. Je sais pas si c'est l'évolution. Je pense que c'est... Survie, plutôt. Celui qui... C'est une possibilité de diffraction, de ramification de l'information. Quand j'ai demandé hier comment est-ce qu'on compose, il y a effectivement une matrice, mais qui donne ensuite des différences à l'infini. Comme quand j'ai commencé à faire travailler les 2 mouvements aux danseurs, j'aurais pu continuer des heures et faire 2 heures de danse à partir de ce premier mouvement, en créant des mouvements différents à partir du même. Mais il y a quand même de la différence, sinon on s'ennuierait à avoir une seule note de musique pendant... Quoique, c'est passionnant d'entendre aussi une note tenue. Mais ces différences qui viennent par composition et recomposition de la même matière humaine, si je puis dire, et qui donnent les différentes cultures, c'est vraiment riche aussi. Donc vous avez raison, peut-être un fond commun, et ensuite tellement de trouvailles possibles. Quand on donne un atelier, ne serait-ce que ça, de pratique corporelle, on se rend compte qu'avec une même information, chaque individu va faire un autre geste. C'est ahurissant. Il n'y aura pas 2 gestes semblables, même entre 10 personnes qui prennent le même atelier. On a raté le début, Karine. Vous en étiez où? Bonjour, bienvenue. Bonjour Marie. Qui travaille sur Berdiaïev. Sur Nicolas Berdiaïev, oui. Et la notion de création. Voilà. Oh, c'est intéressant. Qui c'est Nicolas Berdiaïev? C'est un philosophe qui est peu connu en fait, de l'immigration russe. Excusez-moi, je parle. D'accord. Et qui est peu connu, qui a immigré en France dans les années 20. En fait, au début des années 20. Voilà. Donc, Vous connaissez peut-être Mounier et le mouvement du personnalisme. Ah bah oui, bien sûr. La revue Esprit. Emmanuel Mounier. C'était un ami de Berdiaïev. Et ils ont fondé tous les deux, Mounier et Berdiaïev, la revue Esprit. Donc Berdiaïev était croyant, il était oui. orthodoxe. Oui, mais il était assez justement marginalisé par le milieu orthodoxe en fait. Parce que ils sont très libertaires en fait. Libertaires, oui. L'orthodoxie. Oui, sa grande idée, c'est que la création humaine s'associe à la création divine et prolonge la création divine. Et donc on est co-créateur. Voilà, c'est ça. Co-créateur. Ça m'intéresse. C'est des très très beaux textes. Je me suis toujours senti co-créateur. Ben voilà. Les textes de Berdiaïev, c'est lui que vous recommanderiez? Vraiment, je ne connais pas du tout. Pas du tout. Oui, il est très très peu connu. Pas du tout. Le sens de la création. Le sens de la création. Le sens de la création. Et qui est assez difficile à trouver en fait, qui n'est pas réédité là. Oui, le sens de la création. Et pour la destinée de l'homme, la destination de l'homme. Et puis il a écrit un livre sur Dostoïevski qui est assez connu. Il a écrit à peu près sur tous les sujets en fait. C'est vraiment un philosophe. Et qu'est-ce qu'il... Excusez-moi de vous poser ça, mais qu'est-ce qu'il disait en gros sur Dostoïevski? Alors, je n'ai pas lu son livre sur Dostoïevski, mais j'ai pas lu son livre. D'accord. Eh bien, vous le lisez la prochaine fois. Et donc, l'objet de la thèse? C'est sur la création, en fait, sur le concept de création et de personne. Alors, pour se relier à cette énergie, il faut faire le vide chez soi. Quelle est sa... Ah, ça, je sais pas. Parce que je travaille un peu avec mes élèves sur qu'est-ce que c'est la créativité. Et... Vous êtes professeur de danse, non? Non, d'art plastique. D'art plastique, d'accord. Et c'est quoi son voilà, c'est de s'isoler. Petite idée. Il y a une idée de solitude de la personne que le créateur... S'isoler. Solitude de la création. Ça, c'est vraiment une idée
Je crois beaucoup. Pour faire le vide, pour recevoir. D'après ce que je connais Berdyaev, il est moins sur le vide, enfin quoique, il y a tous ces textes sur le néant. Oui, oui, ouais. Il a traduit Jacob Böhm, un philosophe important pour penser le néant. Donc c'est une tradition. Au départ, ce qui est curieux, c'est qu'il est marxiste. Oui, tout à fait. Et en 22, il est mis à la porte par Lénine, avec d'autres philosophes russes, et il s'installe à Clamart, c'est ça. Et il va être très actif. C'est passionnant, je connaissais pas. Vous connaissez Saint-Serge à rue d'Arule, oui. La grande église orthodoxe. Oui, bien sûr. Eh bien, associé, il y a un institut Saint-Serge. Et je dis pas de bêtises. En fait, oui, là, je ne sais pas s'il y a l'annexe de Saint-Serge, mais à Darue, oui, bien sûr, oui. l'école il y a une... Et il donnait des cours Berdyaev. Il s'était Bulgakov. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il donnait des cours à... C'est possible. Oui. C'est possible. Avec Chestov, c'est les deux grands philosophes russes qui ont vécu en France. Mais ils s'aiment pas. C'est ça. Il veut dire que... Grand spécialiste de philosophie russe. Oui, un peu. Je suis venu petit à petit. Au départ, c'est la philosophie grecque. Il a vécu une dizaine d'années seulement sur la philosophie russe. Et ces philosophes, justement, qui sont influencés par Plotin. Parce que dans la philosophie russe, ce qu'on appelle l'âge d'argent, c'est avant la révolution russe. Il y a ces noms comme Vladimir Soloviev, Simon Franck, Florinsky, puisque tu parlais de la perspective tout à l'heure, il a un livre très intéressant qui s'appelle La perspective inversée, Paviel Florinsky. Et tous ces gens-là baignent dans le néoplatonisme, dans Plotin, et puis tout ça s'arrête en 17 ou en 18, et puis surtout en 22 où ils sont mis à la porte, et où pendant 70 ans... Et pourquoi à cause du matérialisme. Mais ça met quand même 5 ans jusqu'à ce que... Parce qu'au début, ils ne savent pas trop. Par exemple, Chestov, lui aussi, il était un peu marxiste, donc ils ne savaient pas trop comment ils allaient être... Oui, parce que la théorie marxiste, c'est une chose, et puis le régime... Exactement. La dictature. Et puis après, pendant toute la période soviétique, c'est quand même bien connu, il n'y avait plus de philosophie en Russie. Enfin, il y avait juste le marxisme, le léninisme non critique. Mais moi, j'ai fait quand même des études de philosophie en France. On m'a peu parlé de philosophie russe. Parce qu'ils n'étaient pas traduits. Tu sais, comment ça a traduit le grand livre de Simon Franck pour ça. A été traduit en 1985. Là, l'inconcevable, c'est un gros livre de Simon Franck. Sinon, personne ne connaît Simon Franck en France. Ceci dit, franchement, j'ai quand même fait, je compte sur mes doigts, 7 ans d'études de philosophie en France sans jamais entendre prononcer le nom de Gandhi. Ah oui. Par exemple. Affreux. Non pas que je ne sache pas, contrairement aux philosophes russes, et que je ne me sois pas intéressée par moi, mais je guettais le moment où quelque chose de non occidental qui sortait de la philosophie grecque ou allemande, quelque part, par là, allait surgir. Mais et la philosophie arabe aussi, alors. Ça a changé, je pense, dans les universités. Il y a maintenant de la philosophie arabe. Oui, arabe, je sais, mais russe aussi. Non, la philosophie russe, on attend comme ça de jeunes docteurs qui voilà. C'est toi qui l'as influencé? Pas du tout, non. Elle est venue pas me voir. Ah bon? Sans influence. Génial. Où est-ce que tu as rencontré la philosophie russe? Comment? En fait, j'étais à Meudon, j'ai grandi à Meudon, ici les Moulineaux, donc dans la communauté arménienne et russe blanche en fait. Donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup... C'est des gens que j'ai beaucoup fréquentés. Sans être vous-même ni arménienne ni russe. Je suis arménienne, d'origine arménienne. Et c'est une communauté qui est très proche de la communauté russe en fait. Et donc c'est comme ça que j'ai connu Berdyaev. Donc j'ai connu évidemment la musique russe. Et puis la philosophie russe, ça a été une rencontre assez tardive en fait. Et un jour, je suis tombée par hasard sur un bouquin de Berdyaev, parce que j'avais habité dans sa rue, en fait. Et voilà, j'ai adoré. C'était vraiment une rencontre, une belle rencontre, enfin spirituelle. Non, mais c'est un nom qu'on connaît sans avoir envie de pousser la porte. Moi, je connais. Enfin,
vraiment voulu arriver à cette pensée-là, mais sans que le désir me fasse passer à l'acte. Il y a un petit livre qui s'appelle L'homme révolté, qui était en 10-18. Mes parents avaient ça dans la bibliothèque, un petit livre où, quand j'étais jeune, je voyais L'homme révolté Berdyaev. Bon, mais effectivement, c'est quand même une philosophie très tonique. Hein. Ouais. Alors que Chestov, c'est une philosophie du paradoxe. Son grand livre s'appelle Athènes et Jérusalem, et il dit Athènes, c'est le logos, c'est la raison, c'est le principe de non-contradiction, et c'est Prométhée enchaîné, ça nous enchaîne, il faut oublier tout ça et aller vers le paradoxe. Et il cite souvent une phrase de Hamlet, je crois, le temps est sorti de ses gonds. Une phrase mystérieuse de Hamlet, le temps est sorti de ses gonds, et il dit c'est ce qu'il faut faire, il faut aller au-delà du temps. Et, donc c'est un penseur, et j'ai une doctorante qui travaille sur Chestov. C'est très difficile parce qu'il est sans arrêt dans la provocation, dans le paradoxe, et il est contre le principe de contradiction, donc en philo c'est difficile quand même. Et tenir un discours cohérent quand on te dit il faut que les choses soient à la fois une chose et son contraire. Exactement. Alors c'est ça que met pas Berdyaev, qui lui est quand même beaucoup plus classique. Hein. Mais là, ça ne se rapproche pas de la religion en ce qui concerne le problème de qu'est-ce que la vérité ou comme ça. Un petit peu pour lui, c'est Jérusalem qui devrait nous apprendre, c'est Job, la figure de Job, c'est le paradoxe, et donc la foi, il y a un saut en quelque sorte irrationnel. Alors lui, il cite Plotin parce que c'est là où les danseurs s'inscrivent. Oui. Le saut dans l'irrationnel. Exactement. Ce dont vous parlez. Moi, je ne suis pas du tout connectée à ça. Je repousse ça complètement, mais c'est voilà. En fait, c'est ça. Le saut dans l'irrationnel. Quand on choisit la danse, on a le courage de faire ce saut-là. Ah, vraiment. Moi, je vis pas du tout cette expérience. Pourtant, je suis née en dansant et je me souviens pas d'un moment où j'ai pas dansé, mais je vois pas le lien du tout avec l'irrationnel. Jamais. Ça peut être l'au-delà du rationnel. Hein. L'irrationnel, c'est pas. Je vois pas d'au-delà du rationnel. C'est-à-dire que je vois aucune opposition entre l'ivresse dont on parle et la rationalité. Aucune. Donc pour moi, c'est très plotinien. Pour lui, c'est le comble de la raison d'arriver à cette ivresse. Y compris, bon alors, mais ça c'est... C'est comme quand Nietzsche dit, pour certains la pensée abstraite est une peine et un effort, je sais pas quoi. Pour moi, dans les bons jours, une ivresse et une fête, il emploie le mot ivresse. Et quand ça commence à brûler en haut, à force de chercher la portée étroite de la rationalité, que je trouve fascinante et importante, pour moi, c'est... Voilà, on est vraiment dans les mêmes domaines. C'est la suite. Ça veut dire que ça ne se fait pas opposer. La raison... non. Je veux dire, par exemple, quelqu'un comme Jumi, c'était pas juste un inspiré. C'était oui. un théologien. Mais dans la danse, le problème, c'est qu'on revendique beaucoup travaillait sur la raison. Enfin, je dirais que d'une certaine manière, victime que nous sommes, parce que la danse a été l'objet de critiques des ecclésiastiques. Moi, j'ai des textes comme ça depuis le XIVe siècle. À part les jésuites... tiens, j'aurais voulu, parlant du temps, j'aurais dû dire ça hier à Claire et à l'Assemblée. Une des raisons pour laquelle l'Église a tellement critiqué la danse, qu'on retrouve dans beaucoup d'écrits, mais vraiment de manière récurrente, c'est ce rapport au temps cyclique. C'est-à-dire que la critique était, vous voyez que les danseurs sont habités par Lucifer, parce que comme Lucifer... Ils partent d'un point A pour aller à un point B au lieu de progresser vers le point C. En gros, ils reviennent au point A, comme Lucifer qui se mord la queue. Les danseurs se mordent la queue, donc il y a quelque chose de diabolique dans cette affaire. En fait, simplement une critique du temps cyclique, quelque part. Et puis le deuxième objet de critique, c'est le travestissement, qui a une sorte d'élasticité, de plasticité de l'identité insupportable. Je pense que c'est profondément vrai. C'est-à-dire que les danseurs ne dansent jamais pour obtenir... C'est pas un geste politique. Mais quelque part, peut généraliser comme ça. Oh, je crois que les danseurs ne dansent pas pour obtenir la faveur de quiconque. Au départ, l'enfant qui danse,
enfin, on en a un peu parlé, mais on parlait de détachement, ça revient quand même toujours. On fuit, je pense, pour aller danser dans son jardin quand on est petit et révolté, ou quoi qu'on ressente, on s'extrait, on va danser tout seul dans sa chambre. Au départ, je pense quand même qu'il y a cette... et donc, hiatus avec l'ordre social et l'injonction d'identité sociale, relative ou relationnelle, et cette injonction-là déplaît profondément à l'ordre, quel qu'il soit, à l'institution ecclésiastique ou à l'institution quelle qu'elle soit. Que ça échappe, que l'identité puisse être aussi plastique chez les danseurs, on ne puisse pas la définir, ni en termes de genre. De genre, oui, mais pas que, à mon avis. On ne puisse pas les enfermer dans un schéma identitaire. Je crois que ça aussi, ça déplaisait beaucoup à l'institution de l'Église. Vous ne pouvez pas dire... Ah oui, c'est très... Donc bon, tout ça fait que... Pourquoi est-ce qu'on disait ça? L'interdit, la critique de la danse. Oui, donc nous sommes victimes. Et je pense qu'on... Comment dire? Il y a un masochisme à assumer cette rupture avec les domaines de la rationalité ou de la pensée. On entérine la séparation du corps et de l'esprit et on se met d'emblée dans une forme d'exclusion. Et je trouve ça insupportable, que la danse continue d'être comme ça. Et pourtant, quand il y a une chorégraphie, il y a une rationalité, il y a quelque chose, c'est pas... C'est une vraie construction. C'est ça, c'est une vraie construction. C'est une œuvre de l'esprit, comme disait Beaumarchais. Ouais. Mais complètement. C'est pas des pulsions. Mais pas du tout. C'est pas le volcan. Mais c'est ça. Qui sort, Mais c'est ça. C'est aussi pensé que la musique. Oui. Complètement. Que l'architecture. Mais bien sûr. Il y a des architectures visibles ou invisibles. Et toutes les danses, même quand elles comportent une part d'improvisation, comme la danse indienne, toutes les danses en solo, il y a malgré tout une pensée du danseur qui organise le rapport au temps, à l'espace, et un savoir qui est construit à travers une connaissance mathématique, une connaissance du rapport à l'espace, un rapport à l'architecture. Donc c'est pas possible de dire que la danse est comme ça. Ah non. Intuitive. Enfin, mais par contre, alors le nombre de chorégraphes qui au départ sont venus avec enthousiasme dans le festival et qui après avoir entendu l'intervention du philosophe disent « Ah oui, mais nous, c'est pas du tout ça qu'on appelle philosophie », c'est intéressant. Complètement resserré, replié en disant « Non, on veut surtout pas entendre ce genre de discours. » Tu parles là ? Oui. C'est typique. Ah oui, mais c'était intéressant. Hein. Ça partait dans tous les sens, Véronique Fabry. C'était pas parmi les meilleures interventions, mais il y avait plein de pistes super intéressantes. Et aucun chorégraphe n'a tiré le fil d'une de ces pistes. Ils ont tous fermé. Ah non, ce qu'on vient d'entendre nous heurte profondément. Nous sommes très blessés par le discours que nous venons d'entendre. C'est pas ça pour nous la philosophie. C'est intéressant, hein. C'était des universitaires, celle dont tu parles, celle qui refusait. Oui. Non. L'universitaire avait parlé pendant une heure, une bonne heure, et les chorégraphes présents, dont une chorégraphe que j'adore, qui a fait un spectacle, qui a présenté un solo. Oh, ça s'appelle Nuit. Troublant. La danseuse est brune, elle est habillée en noir, avec presque pas de lumière. C'est Nassera Belazar. Et ça s'appelle Nuit. Et on est dans pleine lumière. D'où elle à l'origine ? Tunisienne. Sublime. Elle est très très bien. Sublime. De dépouillement. Il n'y avait presque alors, rien. C'est elle qui ne voulait pas conceptualiser. Ouais. C'est ça. Du tout. Ça la troublait. Elle et une autre chorégraphe que je suis beaucoup, mais qui me déçoit avec le temps, à laquelle je croyais beaucoup parce qu'elle travaillait beaucoup sur l'extase, justement. On peut dire qu'arabe, c'est l'extase. Il faudrait utiliser ce terme d'extase. Bien sûr. On parle d'ivresse, on n'utilise pas ce terme d'extase. Oui, qui est moins agité. Non, extase, c'est sortir du langage, non ? Extase. À l'origine. La stase. Justement.
L'extase, attends, je ne sais pas, mais dans attends, les je vais termes regarder. religieux, c'est vraiment... Extatique, ça veut vouloir dire Madame la immobile. philosophe. Extatique, ça veut plutôt vouloir dire immobile. Mais enfin, c'est figé. la stase qui veut dire immobile. Donc, extase, est-ce que c'est... C'était de sortir de soi. Le transport amoureux. De rendre ça. Donc, il y a quand même un mouvement. L'autre, ça peut être... Alors, la stase. L'iconostase. Arrête, on appuie sur trouver. Stasis en grec, mais je ne sais plus. C'est vrai, c'est... Extase. J'ai pas Alors, voyons. entendu. Ça vient du grec stasis, mais je ne sais plus. Transporter hors de lui-même. Voilà. C'est aussi simple. C'est d'aller, de se connecter, pour moi, avec cette énergie d'extérieur. On peut le nommer ce qu'on veut. C'est passer une frontière. C'est de sortir de soi, en dehors de soi. Oui, c'est ça. La stase, c'est l'immobilité absolue. C'est pas dans l'immobilité. Mais non, l'extase, c'est sortir de l'immobilité. Voilà. Être mise en mouvement. C'est comme l'émotion, mais... ouais. Ah oui, c'est ça. Mais C'est comme le transport amoureux. Enfin, le transport, être transporté. Extase. Donc, il y a toujours de cette notion-là. D'être véhiculé vers un autre Quelque chose d'infini. Et déplacé. Caractérisé par un ravissement. Le beau. Ah oui, extase, ravissement. Mais tarab, c'est ça, c'est le ravissement. Dans le texte de Duras qui s'appelle Le ravissement de Lolwestein, il est question de ça. Hein. Et il y a une jouissance là. Oui, mais j'arrive absolument pas à rentrer dans... Ah, c'est vachement bien. Lolwestein, moi. Très bien. Arrête, Lola. C'est une énigme absolue. Non, mais c'est un triangle amoureux. Oui, mais c'est une énigme. On ne va pas parler du Duras parce qu'on ne parle pas de littérature ici, on parle de philosophie. Et donc, vous êtes d'origine arménienne. Oui. Vous avez grandi dans la culture arménienne. Vous avez Qu'est-ce que c'est arménien? Non. Un peu, oui. Un peu. Ah, voilà, comme... tu te souviens, tu avais la fille qui était dans le caviar? Pétrosian. Non. Pétrosian. Ah oui, les Pétrosiens. T'avais pas... Ah oui, ça me rappelle quelque chose. Oui, et t'avais offert du caviar une fois. Oui, j'avais oublié. C'est le souvenir que j'ai, c'est du caviar. Et par contre, est-ce que vous sentez que c'est difficile de maintenir le lien à sa culture au bout de 10 générations? Parce que moi, l'imprégnation aussi m'intéresse beaucoup. Vous êtes d'origine russe aussi, non? Ouais. Oui, bah, c'est difficile, surtout chez les Arméniens en fait. Parce que bon, c'est une histoire très très lourde. Bien sûr. Du génocide et ça n'a pas été reconnu. Donc en fait, ce qui est transmis, c'est la mémoire, le devoir de mémoire, la mémoire du génocide. Et souvent, c'est pas autre chose. Enfin, c'est la cuisine, mais la cuisine, un peu la danse, un peu les arts. Mais ça tourne, même les arts arméniens, que ce soit la peinture ou la musique, il y a eu beaucoup d'artistes. C'est souvent assez hanté par le génocide en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Alors que la communauté russe, que je connais aussi pas mal, les Russes blancs en fait, qui ont émigré en même temps que les Arméniens, c'est beaucoup plus lumineux. Parce qu'ils n'ont pas... donc évidemment, ils ont fui les persécutions. Oui, mais il y a quand même un lien très fort à la culture 19e, si je puis dire, la culture qui a précédé chez les Russes. Très fort. Très fort. En tout cas, chez les Russes de la diaspora, très fort. Bien sûr. Ils vivent un peu d'ailleurs dans le passé, alors que bon, les Arméniens, c'est un peu différent. Mais oui, moi, on m'a transmis voilà, la culture, la cuisine, un peu la danse, tout ça, mais l'âme aussi de la culture, enfin, c'est un truc qui c'est difficile de mettre des mots dessus, mais c'est quelque chose qu'on sent. D'ailleurs, ce mot de l'âme, on ne l'a pas du tout utilisé. C'est un mot qu'on utilise très peu en France. Enfin, à part séparation de l'âme et du corps. Oui, c'est un mot en fait, qui a disparu parce qu'il est très attaché au catholicisme. Oui. Donc, avec la mort de Dieu, c'est un mot qui disparaît. Oui. C'est vrai qu'on vit une période quand même sans âme. Mais c'est de ça dont il s'agit. C'est pas sans esprit, mais sans âme. Je ne pense pas que ce soit une période sans âme. Je pense qu'il y a beaucoup d'âme, mais c'est seulement nos priorités. Évidemment, c'est pas comme les Grecs qui... Mais comment ça, il y a beaucoup d'âme? Dans quoi? Nous sommes là.
Il y a des âmes ici. On peut pas, pour moi, pour quelqu'un qui croit à l'existence de l'âme, parce que c'est comme l'esprit, vous êtes avec l'esprit, et pour moi l'âme et l'esprit, c'est la même chose. On est mais tous en France, habités. vous ressentez, comment dire, que c'est un mot qui a cours, qui a... Non, mais en tout cas, c'est un mot qui peut parler à certaines personnes. En tout cas, c'est pas parce que c'est un mot qui n'a plus cours que ça n'existe pas. Enfin, oui, qui n'est pas à la Moi, mode, je pense, par exemple, surtout dans le milieu de la danse, donc entouré de danseurs, je les sens pas du tout, ce mot ne s'applique pas. Quand je les vois tous autour de moi, ce mot ne s'applique pas. Et peut-être il ne s'applique pas à cette mode ancienne qu'on a l'habitude, l'âme, religion, parce qu'on l'enferme, mais aujourd'hui on parle autrement, l'énergie. Spiritualité. Voilà, on parle... Non, justement, je pense que l'âme et la spiritualité, de toute façon, en français, c'est la même chose. L'âme russe, oui. Hein, voilà. L'âme russe. Voilà, en ce moment, c'est très à la mode. Je suis connectée à mon essence, je suis connectée à mon énergie, je suis connectée à l'autre. C'est une autre façon parce que, et je comprends, c'est-à-dire qu'elle est, c'est comme ce que nous on vit en Iran. Oui, c'est-à-dire que les religieux nous dégoûtent tellement des termes religieux qu'on n'a plus envie de les nommer comme ça. Mais c'est pas parce qu'on les... Mais par contre, on les nomme différents. Par exemple, en Iran, en ce moment, les jeunes, ils deviennent zarathustriens, et où ils veulent s'exprimer autrement parce que l'islam est... Bref, où je rencontre des gens en France qui viennent des milieux différents, avec des cultures différentes, mais qui sont profondément pratiquants, humanistes, mais qu'ils ne veulent pas le nommer avec l'âme, religion, catholique, l'islam, juif, n'importe. Mais pour moi, par contre, ils ont une pratique spirituelle. Ça veut dire qu'ils font le matin la méditation, mais la méditation pour eux, c'est d'être présent, dans pleine conscience. Mais qu'est-ce que c'est la prière? C'est la pleine conscience. Il y a un très beau numéro qui vient de sortir, c'est Les Mondes des religions, la revue Les Mondes des religions. Et il parle justement... C'est pas Frédéric Lenoir qui dit ça, non? Aussi, je pense, il y a plusieurs philosophes qui sont là-dedans. Et, mais ce numéro, il n'y a pas d'article de lui. Enfin, non, mais c'est pas... Voilà, c'est lui qui l'a mis en plus, exactement. Qui ça? Éric Lenoir. Frédéric Lenoir. Frédéric Lenoir. Et il parle de silence, méditation... Non, d'être invisible. D'être invisible. D'être invisible. Mais dans le sens de la méditation, d'être invisible, d'être un peu très bien. Dans le retrait. Mais j'ai l'impression que le dimanche, c'était quand même beaucoup plus vivant. Présent. Les gens rentraient, sortaient. Et même les ateliers qui étaient des ateliers pratiques. Et les danseurs, on prend une photo et puis on voit au milieu, dans les fonds, un petit homme très ordinaire qui se met à briller. La limite, c'est-à-dire que les philosophes regardent les spectacles, mais les chorégraphes, je les ai forcés, parce que toute la semaine à 18h30, ils sont programmés, leur nom est programmé, mais spontanément, quand il y a une conférence, quand il y a un débat avec eux, par exemple avec Pietra Galar à Saint-Antoine, je suis sûre qu'elle sera là, parce qu'elle est programmée à annoncer les gens qui les placent. Mais comme ça, spontanément, hier, je les ai pris à partir. Il y a même des danseurs qui questions de séparation. Absolument, c'est complètement instinctif. Ils me disent, on vient voir le Folie Cléo à 15h. Non, l'esprit et le corps. Mais écoutez, Jérôme Laurent, à 13h30. Mais pourquoi? Comment? Pourquoi? Il faut lutter pour que les danseurs... Je sais que c'est instinctif, on croit toujours qu'il y a un petit homme à l'intérieur. C'est dommage parce que mon propos... Non, mais par contre, les chorégraphes, quand ils sont... Là, c'est parce que c'est un format conférence. Mais quand il y a... C'est parce qu'on n'arrive pas à voir, on va mourir. Mais là, le dimanche, je pensais que c'était bien de faire une conférence par semaine. On va mourir, même si on sait qu'on va mourir. Mais je vais vous donner les enseignements de on peut pas l'intégrer ni pour vous comprendre. faire. Et quand? Parce qu'on
choix entre Wilfram et Caen. Donc, on va aussi faire des choses. Voilà, sachant que ce sera intéressant, j'essaye de monter un partenariat moi j'avais un grand événement. C'est comme la danse indienne quand on fait comme ça. C'est pas dans toutes les civilisations. Lafayette à Paris. On avait mis un grand plateau. La danse, le spectre, le fantôme, l'âme, l'esprit. Je ne sais pas si les galeries Lafayette de Caen, mais je alors après, c'est comme la pomme de Newton. Après, tu dis, bon, on sait que c'est bon, tu vois, ça va pas pour toutes les dimensions. Que si tu commences à sortir de tes 5 sens, tu vas trouver autre chose. La guerre de Caen, elle est déjà... Dans nos 5 sens, je voudrais qu'il y ait quelque chose, depuis ou des textes, il y a ça, les fantômes, l'âme, l'esprit. Mais je pense par exemple que le bouddhisme est beaucoup plus avancé. Le bouddhisme est beaucoup plus avancé dans toute cette notion de connexion avec l'univers. C'est plus adapté. Ils ont adapté leur